Madame, Monsieur, bonsoir. Ancien membre du Conseil national des droits de l'homme, activiste au sein de la société civile pour la défense et le respect des droits humains, leader politique pendant plusieurs années au sein de la formation Authenticité et Modernité, conférencier et auteur de diverses et nombreuses publications liées aux droits de l'homme et autres thématiques. Le nom de notre invité ce soir est adossé au domaine des droits de l'homme au Maroc. Son avis sur le sujet compte et vient ce soir dans l'émission En aparté pour nous en faire part. Je reçois donc ce soir El Habib Belkouch, président du Centre d'études en droit et démocratie. El Habib Belkouch, bonsoir. Bonsoir, c'est Saïd. Merci d'être avec nous. Vous êtes une sorte de référence en matière des droits de l'homme. Quel constat faites-vous aujourd'hui de la situation des droits de l'homme au Maroc ? La situation des droits de l'homme au Maroc, je crois qu'elle a deux volets qui se dégagent du constat. Le premier, bien sûr, qu'on a fait un long chemin pour avancer dans la consécration d'un certain nombre de droits au niveau constitutionnel, au niveau des lois, au niveau institutionnel, et aussi au niveau, on peut dire, d'un début de politique publique avec l'adoption du plan national des droits de l'homme et de la démocratie. Mais d'un autre côté, il y a quand même une préoccupation par rapport au volet législatif, notamment ces lois qui n'arrivent pas, notamment sur le volet pénal, donc qui traînent depuis des années, des institutions qui ne sont pas créées et qui sont annoncées par la Constitution depuis 2011, et puis des sujets de préoccupation au niveau du terrain, donc notamment la question de la politique pénale en relation avec les prisons, les questions de la surpopulation dans les prisons marocaines, qui reste un sujet majeur, en plus d'autres volets, dans la gestion de départements ministériels, comme les tracasseries de ces récépissés pour la constitution d'associations. Et quand on évoque la situation des droits de l'homme, ipso facto, on a à l'esprit en fait les événements du RIF, de Jarada. En fait, quel regard portez-vous en fait sur la gestion de ces dossiers-là ? Je crois que les événements du RIF témoignent d'un autre volet de déficit au niveau des relations avec le citoyen, notamment, je crois, la faillite du système de médiation que doivent jouer les partis politiques, les syndicats, d'un côté, les élus aussi, en tant que représentants de la population, le manque de suivi des politiques publiques dans la région, et ça, c'est dégagé de la non-réalisation des engagements de l'État au niveau économique, social, etc. Et d'un autre côté, je crois que la gestion, c'est pour ça qu'on est arrivé à une gestion sécuritaire, entre guillemets, que l'on annonce comme sécuritaire, parce que le déficit dans le système de médiation fait que le seul service qui reste en face du citoyen dans la rue, c'est le service de sécurité. Donc c'est de facto, disons, un prix qu'on paye au niveau d'une mauvaise gestion, si on peut dire, d'un déficit de médiation qui laisse la situation arriver à cet état. Et là, les réponses doivent être d'un autre niveau. Je crois que là, les systèmes de médiation, on connaît la situation des partis politiques, mais on a besoin aussi d'institutions, donc d'institutions nationales qui jouent ce rôle et qui sont dévouées à ce rôle de par la Constitution elle-même, qui doivent assurer un rôle plus important dans la relation avec le citoyen. Alors, le Conseil national des droits de l'homme s'est vite intéressé à cette thématique, en fait, plutôt à ce dossier qui est celui des prisonniers du RIF. En fait, comment vous voyez en fait la gestion, comment ce dossier a été traité au sein du Conseil national des droits de l'homme, vous qui étiez un membre en fait de ce Conseil? Je pense que le Conseil national a quand même assumé une certaine part de sa responsabilité dans cette gestion, notamment dans la relation surtout du dossier des détenus, donc la relation avec les familles, les visites médicales, etc. Le rapport donc, qui devait être fait sur les allégations de torture en principe. Donc je crois que dans cette dynamique, il s'est engagé à un certain niveau. Mais ce processus n'a pas abouti jusqu'au bout. Donc ça, il faut le reconnaître.
Mais le Conseil national ne peut pas remplacer les autres. Donc il faut aussi qu'on soit conscient que cette institution ne peut pas jouer le rôle ni de partis politiques ni des élus. C'est là un rôle, bien sûr, de suivi de ce qui est en lien direct avec le besoin de protection des droits de l'homme, notamment sur les questions d'un procès équitable, la question de la torture, les questions d'expression, etc. Mais le fond du problème au niveau du RIF, au niveau social, économique, etc., c'est d'autres acteurs qui doivent assumer leurs responsabilités. Vous jetez en fait la responsabilité sur les partis politiques, sur les syndicats peut-être, et aussi sur les élus locaux qui n'ont pas joué leur rôle. Mais en final, le problème, c'est que c'est devenu problématique et c'est l'image du Maroc maintenant qui est en jeu. Parce que le Maroc, ça a toujours été un pays qui essaye de régler en fait les problématiques liées aux droits de l'homme. Maintenant, avec ce dossier-là, il y a quelques dents qui grincent à l'extérieur, même à l'intérieur. Et finalement, si j'ai bien compris, c'est la faute aux élus, la faute aux syndicats, la faute aux partis politiques. Oui, et le suivi de la mise en œuvre des programmes gouvernementaux aussi. Donc, l'ensemble de ces volets témoignent d'un besoin de renouveau au niveau de... Et dernièrement, il y a eu un jugement concernant cette affaire, dont deux des présumés responsables ont été copés de peine de prison. Bien sûr, ça c'est... Je crois que d'abord, on a besoin d'un suivi de la mise en œuvre de ces engagements de l'État, de ces programmes qui sont déjà destinés à la région avec leurs moyens financiers, etc. Mais on a besoin d'un veille aussi qui attire l'attention sur les déficits qui sont sur le terrain. Et par manque d'engagement de ces systèmes de médiation, du rôle des partis politiques, des médias, etc., eh bien c'est la rue qui répond. Donc à travers une mobilisation, je crois que l'expression de ce malaise a été entendue et reste l'héritage qu'on a eu de ces événements. Donc les détenus, etc. Moi, je reste optimiste en la matière en disant que les premières mesures prises dans ce dossier permettent de rester optimiste pour trouver une solution qui irait vers une dynamique positive. Voilà, vous parlez des détenus. Amina Bouayeche, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, dit de ces détenus, je parle des détenus des événements du RIF, que ce ne sont pas des prisonniers politiques. Vous partagez son jugement ? Je pense que le débat au Maroc n'est pas qui est détenu politique ou qui ne l'est pas. On est devant un problème et qu'il faut trouver des solutions. Et ces solutions-là doivent être trouvées quel que soit le choix que l'on fait dans cette dénomination, parce qu'au niveau international, il y a des préoccupations d'un ensemble de mécanismes au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations des droits de l'homme au niveau international et national. Donc ce débat resterait stérile si on y reste. Il faut voir quelle stratégie adopter pour trouver les solutions et aller de l'avant, parce qu'au lieu de régresser même à travers, on peut dire, une évaluation qui n'est pas tellement objective, ça n'est pas à l'avantage du Maroc, qui a quand même fait un long chemin depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant en matière des droits de l'homme, et qui était cité comme expérience émergente en la matière, de par ses institutions, de par les mesures prises, de par l'expérience de justice transitionnelle, etc. Donc il faut aller de l'avant au lieu de rester sur des polémiques qui n'apporteront pas grand-chose à la question. Alors, je vais encore une fois polémiquer, et mettre en fait, plutôt ressortir une phrase qui a été dite par Amina Bouayeche, encore une fois, la présidente du CNDH. En fait, elle dit que 80% des modes de protestation ne respectent pas les procédures légales. Et selon vous, en fait, quand quelqu'un comme elle dit profère en fait des phrases comme celle-là, qu'est-ce que selon vous voulait-elle dire ? Est-ce qu'en fait la problématique elle est ailleurs, ce sont plutôt les manifestants qui posent problème, pas autre chose ? On n'a pas bien compris en fait. Non, je crois que là, si ça a été dit par le ministère de l'Intérieur, ça aurait été mieux, ouais. Parce que c'est au ministère de l'Intérieur que sont gérées ce genre, les manifestations, etc. C'est vrai qu'ils donnent des données en la matière. Il y a un peu de vrai, donc certaines manifestations, on ne fait pas les procédures qui s'en chargent, etc. Je crois que les espaces de liberté au Maroc, depuis maintenant quelques décennies, est un acquis de la liberté d'expression. Et ce n'est pas 25 ans après qu'on va se rendre compte
qu'on n'est pas dans les normes de la pratique de ces expressions, notamment à travers les manifestations ou les sittings devant le Parlement, qu'on voit tout le temps. Donc là, ces espaces, comment on va les gérer? Je crois que c'est une question de débat aussi, avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ces processus, les ONG, les syndicats ou les partis ou autres. Donc comment faire de cette expression une responsabilité aussi dans la gestion de l'espace public? En fait, si j'ai bien compris, elle n'aurait pas dû, en fait, quelque part, jeter l'opprobre, en fait, sur les manifestants. Parce que ce soit légal ou pas, c'est pas ça le problème. Parce que le Maroc a toujours été un pays, Rabat, en l'occurrence, est une ville qui connaît des manifestations chaque jour. C'est presque au quotidien. Et ça fait partie, ça meuble, en fait, l'espace rabati et même marocain en général. Oui, ça, c'était l'une des expressions du nouveau règne aussi, voilà. L'émergence de ces espaces. Et c'est participe en fait de l'image marocaine, de l'image de ce pays qui, facilement, quand on descend en fait du train et la gare du centre-ville, on a en face de nous des centaines, des dizaines de personnes qui manifestent pour les raisons qui sont les leurs. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même des fois des problématiques de fermeture de l'avenue, etc. Donc ça, c'est des questions à gérer, mais dans le cadre d'un débat, d'une responsabilisation des gens qui sont impliqués dans ce genre de manifestations. Et dire que ce n'est pas dans les règles, donc est-ce qu'on va les interdire? Moi, je ne suis pas de cet avis. Elle n'a pas dit ça, mais de toute façon, elle a soulevé ce point qui est l'égalité ou pas des manifestations. Normalement, je ne sais pas si vous... Alors, moi, j'aimerais aussi vous poser la question sur le rôle en fait, des autres organismes, parce qu'il n'y a pas que le CNDH. On aimerait bien avoir une idée sur quel impact est le vôtre quant à la question des droits de l'homme. Je parle du Centre d'études en droits humains et démocratie. Qu'est-ce que vous faites pour les droits de l'homme au Maroc? Nous, le volet sur lequel on travaille, c'est la question de la promotion. Donc, c'est offrir aussi un espace de débat entre les divers acteurs, que ce soit au niveau démocratie, les partis politiques, les femmes, les jeunes, etc., ou dans le cadre de la promotion ou le renforcement des capacités du personnel, notamment le personnel chargé de l'application de la loi. Donc, parce qu'on considère que c'est la bataille stratégique. C'est vrai qu'il y a des garanties, il y a une volonté politique, mais tout cela n'est pas suffisant. Il faut que les gens soient imprégnés de la culture des droits de l'homme dans le cadre de la pratique professionnelle de chacun, un magistrat ou un policier ou un avocat ou un médecin. Ce n'est pas la même manière d'aborder les questions des droits de l'homme. Donc il faut que cette culture soit installée dans le cursus de formation de l'ensemble de ces corps et qu'ils soient aussi conscients de leur rôle dans la protection des droits de l'homme, qui n'est pas seulement une responsabilité des ONG ou du CNDH, mais d'une responsabilité de chaque citoyen dans le cadre de cette citoyenneté, si on peut dire, active, qui aussi veille à la protection de ces espaces d'expression, à la protection de la dignité humaine, etc. Voilà, à l'entame de cette émission, vous avez parlé de quelques chantiers qui ont été quelque part ouverts et ils ne sont pas encore achevés. Je parle en fait de la réforme de la justice. Il y a aussi la loi pénale. En fait, est-ce qu'en fait cette loi pénale, ce cadre juridique, est-ce qu'il présente des lacunes au Maroc? Comment vous, en tant que, on va dire, spécialiste des droits de l'homme, vous voyez en fait ce chantier ouvert qui n'a pas encore abouti? C'est un grand chantier d'abord. La politique pénale, c'est un grand chantier parce que le code pénal et le code de procédure pénale sont deux pivots de cette politique et de grande importance. Ça fait quand même des années que cette réforme partielle, parce qu'on n'est pas dans une réforme totale, on est juste dans une réforme partielle qui intègre certaines nouveautés qui sont consacrées par la Constitution, notamment au niveau de la question de la torture, la disparition forcée, les responsabilités pénales, etc. Donc tout cela qui est annoncé par la Constitution, on est en train de discuter presque 10 ans après de comment l'intégrer. Mais par contre, la philosophie qui encadre cette politique pénale a besoin aussi d'être revue parce que
l'évolution des systèmes de protection des droits de l'homme au niveau international a fait que les politiques se basent d'abord sur le principe de liberté en premier, comment protéger cette liberté, et puis comment lutter contre les diverses formes de crimes, tout en respectant la règle de droit. Je crois qu'on est dans cette dynamique, mais la lenteur est de taille en la matière. Et le texte est soumis au Parlement depuis 2016. On entame 2020 et on est encore, on attend parce qu'il y a des divergences en premier au sein de la majorité gouvernementale. Alors permettez-moi d'insister, que faut-il améliorer en fait dans cette politique pénale? Il faut, si on adopte ce qu'on a soumis, on aura déjà, par exemple, comme on a parlé de la situation des prisons, les peines alternatives. Ça sera une bonne chose parce que avoir plus de 40% de personnes dans les prisons qui sont en détention provisoire, ça donne une situation inhumaine des fois. Donc, parce qu'avec plus de 80 000 détenus dans les prisons marocaines pour des capacités moindres de loin, ça nécessite une révision. Je crois que les peines alternatives donneraient une réponse. Mais ils auront besoin des moyens de mise en œuvre, parce que ce n'est pas suffisant qu'on adopte des lois, il faut qu'ils soient mis en œuvre, et la mise en œuvre a besoin de moyens au niveau des gens, au niveau des structures, au niveau du personnel, etc. Et au niveau, les autres volets, bien sûr, la question qui pose problème actuellement, c'est l'enrichissement illicite des responsables. Donc, bien que ce soit limité à ceux qui déclarent leur patrimoine lors de l'investiture pour des responsabilités, ça reste limité. Ça a été, je pense que ça n'a pas fait long feu au Parlement. Mais ça reste le sujet où coince maintenant la réforme qui est repris. Pourquoi, votre avis? Des divergences là sont énormes. Donc, est-ce qu'on garde seulement ces peines pour la personne seulement, pour ses enfants, pour sa femme, etc. Donc c'est tout un débat. Il y a des préoccupations de certains composants de la majorité gouvernementale qui croient que ça peut être instrumentalisé politiquement. Je crois que ce n'est pas une bonne réponse vis-à-vis de ce qu'on entend à travers les médias, etc., sur l'enrichissement illicite. Mais ce n'est pas enterré. Ce n'est pas enterré, mais je pense qu'il serait mieux qu'on avance en la matière, parce que ça serait aussi une nouvelle garantie vers plus de transparence dans la gestion de la chose publique. Voilà, le Maroc a signé une pléiade de conventions internationales portant sur les droits de l'homme. Est-ce que le Maroc a-t-il vocation à appliquer le contenu de ces vocations, qui pour certains, je dis certains, sont en opposition à nos valeurs? Vous partagez la même vision des choses? Non, pas du tout, totalement. Je pense que les droits de l'homme, c'est d'abord un acquis de l'humanité. Dans son ensemble, il n'est pas l'apanage d'une culture ou d'une autre. Donc les droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, comme le dit la Constitution, est une donne maintenant. Deuxièmement, l'engagement du Maroc en ratifiant ces instruments internationaux, c'est-à-dire ces conventions qu'on a ratifiées depuis la fin des années 70 et jusqu'à maintenant, c'est un choix politique de l'État marocain. Donc c'est un engagement vis-à-vis de la communauté internationale et c'est un engagement vis-à-vis des Marocains aussi, parce que c'est les droits des Marocains qui doivent être garantis par ces conventions. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas grand-chose à dire. S'il y avait des réticences, ça aurait été déclaré lors de la ratification, comme ça a été fait des fois auparavant. Donc l'engagement nécessite des politiques publiques. D'abord, l'engagement nécessite aussi, si on peut dire globalement, il faut que l'approche droits humains encadre les politiques publiques du Maroc dans l'ensemble des secteurs. Ce n'est pas juste une déclaration d'intention, c'est un engagement par une convention internationale. Donc il faut que cela cadre avec l'ensemble des politiques dans le domaine de la santé, de l'éducation, des droits socio-économiques, des droits politiques, civils, etc. Et là, on a fait un petit pas en abordant
en adoptant le plan national des droits de l'homme et de la démocratie, après, je dirais, presque 15 ans de parcours, de va-et-vient, de révision, etc. Je crois qu'on a une plateforme qu'on doit évaluer ce travail, cet engagement, parce que c'est un nouveau engagement du Maroc du gouvernement marocain vis-à-vis des Marocains. Donc, évaluer cet engagement chaque période, et là, la société civile, le CNDH et autres institutions concernées doivent être au rendez-vous pour qu'on voit si on a maintenant des indicateurs, si on peut dire, où on peut dire si on a avancé ou pas dans le domaine des droits de l'homme. Ça va être un nouveau exercice à faire prochainement. Voilà, sur la question des libertés individuelles, en fait, c'est à chaque fois, il y a un élément en fait qui alimente le débat. Le dernier élément, c'est les 80% en fait qui sont la résultante d'un sondage fait par un journal marocain. 80% des Marocains sont contre la pratique, on va dire quelque part sexuelle hors mariage. En fait, ça a été assez commenté. Il y en a qui ont trouvé dans ce pourcentage une hypocrisie. En fait, ce que je voudrais savoir, en fait, vous, en tant que centre d'études en droit humain et démocratie, quel est votre discours développé sur cette question? Non, je pense pour les questions de sondage d'abord, ça ne résout pas les choix des sociétés. Le choix du Maroc est fait. Il y a bien sûr des réticences, cette dynamique conservatrice qui se réveille de plus en plus, comme c'est le cas un peu partout dans le monde. Ce réveil identitaire qui s'installe. Mais je crois que la réponse, c'est le débat public. On a pu quand même avancer sur des questions aussi épineuses comme le code de la famille. Malgré les grandes manifestations à travers tout le royaume, on a pu quand même développer une plateforme commune pour faire avancer la cause des femmes. Et c'était devant une réticence très forte, pas seulement dans la société, mais par certains courants politiques. Je crois que sur la question des libertés individuelles, c'est la même chose. Il faut ouvrir. On entend aussi des déclarations qui sont assez importantes à prendre en considération, que la vie privée des gens ne concerne personne, c'est leur choix, comme l'a dit M. Ramid plusieurs fois dans ses déclarations. Mais les choix, c'est aussi, ça fait partie de ces engagements au niveau de la question des droits de l'homme. Mais le débat public doit être fait dans les normes, sur des questions avec les gens habilités à le faire, que ce soit au niveau religieux, au niveau scientifique, au niveau médical, etc. Il faut impliquer l'ensemble des corps pour donner une assise forte au choix qu'on va faire. Voilà, moi j'aimerais bien finir en fait cette émission en fait sur vous demandez en fait votre avis sur le champ politique marocain. Comment vous le trouvez-vous? Je pense que le champ politique marocain, c'est le talon d'Achille du processus de démocratisation du Maroc. Donc, c'est-à-dire, disons, cette incapacité à acquérir l'engagement du citoyen à ses côtés, ça fait vraiment défaut à cette dynamique démocratique dont a besoin le Maroc. Je rappelle que vous étiez membre du PAM. Oui, vous parlez en connaissance de cause. J'étais militant aussi dans la gauche marxiste dans les années 70. Tout à fait. Je l'assume. Mais je pense qu'avec ce recul, avec ces diverses expériences, que le champ politique a besoin d'un grand bond en avant, comme dirait Mao Tse-tung. Peut-on dire que le politique aujourd'hui au Maroc, en 2020, est un obstacle devant l'évolution, le développement économique Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais plutôt que c'est un certain nombre d'élites au sein de ce champ politique démontrent chaque fois de l'incapacité à porter ce projet de démocratisation, soit au niveau de la gestion des communes, au niveau de l'engagement aux côtés du citoyen, au niveau de ce rôle de médiation dont on a parlé au début. Et que faut-il faire à votre avis? Je crois qu'il faut, bien sûr, on ne peut pas faire de démocratie sans parti politique, ça aussi c'est une donne,
Mais n'empêche, à mon humble avis, moi je crois qu'il faut consolider les moyens disons, de participation élargie du citoyen. Il y a des mécanismes, il y a des institutions nationales, il y a d'autres mécanismes qui sont annoncés par la Constitution, notamment la participation des citoyens à travers les pétitions et autres, participation à l'élaboration des projets de développement au niveau régional. Il faut trouver les mécanismes capables de mobiliser d'autres élites dans ces dynamiques. Probablement, ça peut être profitable aussi aux partis politiques et aux instances de gestion au niveau local et national pour que ce processus de démocratisation soit porté par un mouvement de citoyens. Voilà, c'est le mot de la fin. Habib El-Kouch, merci. Merci à vous pour cette invitation. Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.